Madame la conseillère auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur, chère Anne-Sophie, tout va bien, mais ça va être dur à démarrer. Monsieur le directeur du réseau des SP, Madame l'inspectrice générale, chère Monique, Mesdames et Messieurs les membres des corps d'inspection, Mesdames et Messieurs les membres des directions générales des ressources humaines de la DGESCO, de la DGCIP, Mesdames et Messieurs les directeurs d'SP, les universitaires, les représentants des organisations syndicales et chacune d'entre vous en vos fonctions et titres. Je suis vraiment très très heureux d'avoir été invité, bien que j'ai un petit peu mal à la gorge, mais je tenais à être présent. Il y a 5 ans, il y avait à la suite de cet automne 2012, donc un peu plus de 5 ans, comment est-ce qu'on fait pour la formation des enseignants? Il y avait plusieurs paris, plusieurs lignes. Peu importe le modèle qui a été finalement arrêté, pas importe comme ceci, mais il y avait derrière ceci une double volonté. Mettre en place une formation professionnelle et mettre en place une formation universitaire. C'est un pari difficile. Est-ce qu'il a été réussi? Ça va être un peu l'expression de mon intervention, en toute liberté, non pas en tant que recteur d'académie, mais en tant que président du comité national de suivi de la réforme. Je voudrais d'abord saluer les membres du réseau des SP et saluer à travers vous tous les formateurs, formatrices, toutes celles et ceux qui œuvrent pour que nous puissions avoir dans notre pays une formation des enseignants de qualité. Mon intervention, elle sera portée par une ambition prégnante. J'ai presque ça au fond de moi. Je suis presque énervé en le disant. Et mes attaches toulousaines, je salue les Toulousains, c'est comment réussir l'essai. Comment réussir l'essai? Celui de réinstaurer une formation des enseignants de grande qualité dans notre pays, celui d'établir une formation universitaire et professionnelle, celui de répondre aux immenses besoins de formation du XXIe siècle. Dois-je dire qu'il y aurait des SP qui soient du XXe siècle? Peut-être, peut-être. Celui de former des enseignants au service d'une école inclusive, c'est-à-dire juste, exigeante et bienveillante. Vous connaissez ma position, pour ceux et celles qui me connaissent ici. Ce matin, en dessinant ces phrases, je propose 3 points. Je crois en l'université. Je crois en l'université, c'est comme si c'était totalement en moi. Ça veut dire que je crois en l'excellence. Je crois en la recherche. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de progrès dans une société sans que l'on puisse s'appuyer sur la recherche et le cadre scientifique. Je crois en l'expérimentation. Je crois au doute et je crois en l'intelligence collective. Ma deuxième position, ma deuxième conviction, je sais l'importance de la formation dans notre pays, pour les enfants et les jeunes de notre pays, pour les enfants et les jeunes de France. Et je ne vois pas d'autres leviers pour faire réussir nos jeunes et les emmener vers une société plus juste, meilleure, de développement, de progrès, que la formation des enseignants. Je n'en vois pas d'autres, mais pas celle d'hier, celle qui est devant et que l'on doit construire ensemble. Enfin, je crois à la capacité des systèmes sociaux à s'améliorer, à innover, à construire, à essayer, à évaluer, à progresser. Et ce sera à travers ces 3 convictions que je dresserai, si vous le permettez, Monsieur le Directeur, quelques éléments de bilan. D'abord, le démarrage est réussi. Vous allez me dire, est-ce que la suite ne l'est pas? Ça va être ça un peu mon propos. Ce n'est pas que la suite ne l'est pas, mais qu'il y a quand même des vrais changements à opérer. C'est un démarrage réussi et on vous le doit. Et il faut le dire parce qu'il y a eu beaucoup de recrutements pendant les 5 exercices budgétaires précédents. Et pour ces recrutements, il a fallu former des enseignants en masse. Et pour ceci, un master a été inventé. Avions-nous raison? Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Mais il y a un risque, c'est que le master MEF ne soit pas un master. La garantie d'un master de qualité, c'est qu'il ne soit pas enfermé. Et tout mon propos va être de vous dire, ouvrons-le. Il faut que ce soit un master ordinaire et spécifique. Donc ce master, c'est le premier master. Il y a, dans mes calculs, 68 000 étudiants en janvier 2017, un peu plus cette année probablement. C'est le master aux effectifs les plus importants dans notre pays. Quelle responsabilité, mesdames et messieurs? Dans 5, 4 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on dira de ces masters? Madame la représentante de la ministre, ce master, il est aussi bon que les autres ou pas? Il vaut quelque chose ou pas? C'est quoi ce master? Ça devrait être, puisqu'en effectif,
C'est plus important. Ça doit être dans chacune des 4 mentions l'année master les plus exceptionnelles, j'ai envie de dire. Or, pour le recrutement, l'efficience est au rendez-vous pour le concours, puisque je note, en 2015, c'était lors de ces journées qui nous avaient rassemblés, les étudiants d'ESP, c'est 1/5 des inscrits au concours, 1/3 des présents, la moitié des admis, avec des taux supérieurs, des taux de réussite. Donc je dirais le démarrage est réussi, mais je vais parler des améliorations significatives. Au sein du comité national de suivi que je préside, on a repéré les difficultés, vous les connaissez. Je vais en repréciser quelques-unes. La première difficulté, dans les SP, le changement de paradigme sur la formation des enseignants tel qu'il est défini par les modifications de 2013 ne sont pas partout intégrés. Il y a dans les SP des professeurs, j'espère pas parmi vous bien évidemment, des professeurs, des maîtres, des formateurs qui n'ont toujours pas saisi le changement de paradigme. Il est normal qu'à la rentrée 2013, une partie de l'offre de formation soit entre guillemets recyclée. Il n'est pas normal que ce soit encore le cas en 2017. C'est pas normal. Donc, est-ce que ces changements ont été opérés? On le voit dans certaines SP de manière exceptionnelle, dans d'autres plus timides. Même dans certaines SP exceptionnelles, quand on pioche, on regarde que dans certains parcours de formation, ce n'est pas le cas. Vous allez me dire, bah oui, on ne change pas un système en 4 ans. 4-5 ans, ça commence à faire, pour regarder si ça change ou pas. Le changement de paradigme, il est important, il est difficile. C'est-à-dire, jamais dans mon propos, vous n'aurez une mise en cause des personnes. Jamais. Ça n'existe même pas dans ma tête, donc je préfère le dire. Par contre, toujours l'envie de tirer. Alors on me dit, vous avez été un peu fort, monsieur le recteur, monsieur le président, comme vous voulez. Non, de la conviction, je vous livre. Après, vous en faites tous ce que vous voulez. Le changement de paradigme n'est pas partout intégré. Il m'est arrivé, comme vous, et ceux qui me connaissent savent que je le dis des fois, autour du barbecue l'été, d'être avec des gens qui sont dans les SP, et quand ils m'écoutent, ils me disent « mais c'est pas du tout ça, tu te trompes, c'est pas comme ça qu'on fait ». Comme si, par exemple, le cadre national de formation n'avait pas été intégré par les équipes de formateurs. Et ça, alors la CHRES fera son travail, et j'espère qu'elle le fera beaucoup, parce que ça ne va pas. S'il y a un cadre national de formation, il s'applique, il se vit. La deuxième difficulté, alors je pense que nous n'avons pas fait tous le travail de formation pour comprendre le changement de paradigme. Une formation universitaire et professionnelle, avec plusieurs aspects que je vais reprendre dans un instant. Le deuxième, très difficile, c'est la diversité des publics. Quasiment pas tenable, et en même temps tellement ordinaire. Oui, le modèle est pensé comme un modèle linéaire, or il est bousculé par des publics qui entrent dans le métier, qui n'ont absolument pas fait les mêmes choses ici et là. J'ai envie de vous dire à nous tous, à moi aussi, étudions cette diversité. Essayons de comprendre, c'est plutôt bien pour un pays. Quand il dit on a besoin de professeurs, les professeurs viennent de cursus différents. Oui, mais alors comment on les forme? Nous sommes en ce moment dans le comité national de suivi à quelques semaines du rapport que je rendrai sur la formation des professeurs des écoles. C'est à tomber par terre, ils viennent de partout. Et alors on leur ferait qu'un cursus? Alors vous dites non, on essaye de faire des choses. Oui, mais il ne va pas falloir essayer. Et comment on fait? On fera quelques propositions. J'espère qu'elles seront bien. J'espère qu'elles seront intelligentes, je crois, parce qu'on travaille bien à plus d'une vingtaine. Mais c'est très difficile. L'hétérogénéité des publics qui entrent dans le métier. Mais une seconde, mesdames et messieurs, c'est la même chose dans une classe. Un professeur dans une classe, il n'a pas l'homogénéité des publics apprenants. Une SP a la diversité des publics au même titre. Et si nous réussissons ceci, si un jeune professeur des écoles a tout ce qu'il faut, entretien, autopositionnement, proposition de cursus, y compris rattrapant sur les 4 semestres du master, de telle sorte qu'il puisse consolider des compétences à sa titularisation et à son entrée dans le métier à plein temps, il fera pareil avec ses élèves. Il prendra en compte la variété des positions et un travail d'acquisition diversifié. Alors cette grande variété, je pense qu'on l'a insuffisamment prise en compte, quand bien même le rapport que nous avons rendu sur les parcours adaptés, je sais qu'il a fait l'objet de discussions lourdes. Il faut comprendre cette diversité. Il faut prendre en compte le parcours antérieur et il faut proposer des cursus, assurer l'acquisition des compétences professionnelles
à minima avant l'entrée dans le métier. Troisième remarque, l'alternance. Récemment, je recevais une note, puisque les membres du comité, plusieurs m'ont adressé des notes pendant les vacances pour le rapport que nous préparons. Une note assez exceptionnelle là-dessus. Quand on interroge les stagiaires, beaucoup, là on est sur la deuxième année, c'est-à-dire la deuxième année de master ou l'année de parcours adapté, beaucoup de stagiaires ne comprennent pas pourquoi ils ont deux vies. Beaucoup de stagiaires ne comprennent pas pourquoi leur temps en responsabilité n'est pas un temps de formation totalement pris en compte par l'ESPE. Beaucoup de stagiaires se disent, en gros, ils ne le disent pas ainsi, mais pourquoi cette alternance n'est pas intégrative ? Comme ça l'est ordinairement dans des masters en alternance, comme ça l'est dans les masters d'école de commerce. En médecine, ce n'est pas un master, mais dans les formations universitaires de médecine et dans les formations d'ingénieurs. Vous allez tous me dire, ce n'est pas les mêmes moyens. À voir. À voir. Et quand bien même. Le principe même de ce temps en alternance, l'alternance est un temps de formation, totalement intégré. Alors, l'alternance, elle pose des problèmes sur le plan organisationnel, j'en ai conscience. Sur le plan pédagogique, je viens d'en parler. Je terminerai sur cette alternance, sur l'accompagnement. Il y a une généralisation qui est en train de s'opérer dans notre pays, dans votre réseau, sur un suivi de cette alternance, avec des applications partagées. De la manière dont le stagiaire, qui est un fonctionnaire, qui est un professeur, qui est un étudiant et qui est un apprenti, de la manière dont il sera mobilisé, convoqué pour être acteur entier de sa formation, avec des repères, avec des discussions très ouvertes, alors de cette manière, il sera un professionnel. Donc cette alternance, si nous continuons de la poursuivre, comme c'est le cas dans certains cas, de cette double manière, un parallélisme que je présente par mes gestes, alors nous nous trompons. C'était un entrecroisement. C'est-à-dire, l'alternance, c'est un modèle dans lequel les savoirs et les compétences acquises à l'université s'éprouvent en contexte professionnel et les réinterrogent. Et ce n'est pas de l'approche réflexive plate, c'est forcément de l'approche réflexive très dynamique, jamais épuisée. Et c'est ceci que nous devons relever. Quatrième point, le mémoire. Une grande partie des mémoires ne sont pas des mémoires, notamment dans la formation MEF premier degré. Ça reste des rapports de stage. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, une grande partie sont des mémoires, et quand c'est le cas, c'est excellent. Alors pourquoi avons-nous les deux visages ? Pourquoi avons-nous des mémoires exceptionnelles ? Et vous êtes tous dans la salle à me le dire. Oui, on en a lu, on en a vu. Et puis dans d'autres cas, oui, je fais ça. Pourquoi avoir mis ça dans l'université et un niveau master si ça donne ça ? Or, le mémoire dans un master, madame la conseillère, un master de géographie, de physique, de mécanique, un mémoire de médecine, un mémoire d'économie, que sais-je, c'est un moment où il s'agit de convoquer des savoirs complexes, de les réinterroger et de proposer une piste. Jamais fini, jamais épuisé, mais sur lequel, par le dispositif expérimental qui conduit à la recherche, nous pouvons faire un point. Et nous n'allons pas faire de nos jeunes professeurs des chercheurs, mais en ayant acquis cette compétence d'un vrai mémoire scientifique, alors ils auront acquis une compétence professionnelle pour reprendre les interrogations qu'ils ont dans leur métier et rechercher et reproposer des modèles. Le mémoire, c'est quelque chose d'essentiel. Le mémoire, il part d'un sujet. Le sujet doit être professionnel. L'objet doit être scientifique. La démarche doit être expérimentale et fondée. Et les propositions doivent déjà s'approcher de l'application, c'est-à-dire du transfert. Comment la recherche nous permet de répondre, au final, à une question posée initialement. J'y crois tellement que je ne démordrai jamais de cette exigence du mémoire comme un point de faux. Cinquième point, les formateurs. Les deux ministres ont demandé à ce qu'il y ait plus de professionnels dans la formation. Et les deux ministres ont demandé à ce qu'il y ait plus d'enseignants-chercheurs dans les formations. Mais bien sûr, à quelle hauteur ? Les codes habituels. Comment fait-on ? Progressivement. Il faut plus de professionnels en formation initiale, il faut plus d'universitaires et de membres des SP en formation continue et continue.
Il faut absolument que nous acceptions cette pluralité des formateurs. Elle n'est pas encore au rendez-vous, elle est complexe. Elle est complexe à traiter. Quand elle est traitée, elle fait l'objet de plein de fantasmes. Il n'empêche que les universités, mesdames et messieurs, les directeurs et directrices d'ESP, responsables de composantes, dans les négociations des schémas d'emploi au sein de vos universités, travaillez le repyramidage de votre schéma d'emploi. Il faut absolument le faire. Un master doit avoir, des équipes de formateurs dans les masters doivent avoir un nombre d'enseignants-chercheurs significatif. Et il faut qu'il y ait un nombre de professionnels significatif. Et il faut que l'on tire tout ce système vers le haut. Et lorsque nous avons des enseignants qui n'ont pas de doctorat et qui enseignent dans l'ESP ou qui n'ont pas de master, soyons à leur côté pour les former. Et vous le faites, mais poursuivons ceci. Nous sommes à un niveau master et poursuivons ceci tous ensemble. Je ne parlerai pas de la gouvernance parce que Monique en parlera. Je pense qu'il y aura des évolutions du côté des deux ministères sur le suivi de vos SP. Je le pense, je le crois, et je laisserai évidemment Madame la conseillère le dire. Mais il n'y a que 30 SP en France, qui forment un nombre considérable d'enseignants dans notre pays. Soyons à fond pour le modèle d'accréditation, qui est un modèle exigeant, qui nous fera, parce que moi je suis aussi dans une SP, qui nous fera refaire nos copies. Livrons nos maquettes, montrez-les. Montrez vos maquettes, montrez comment, par exemple, la formation des professeurs des écoles, nous le dirons. Nous proposerons au ministre dans le comité que les maquettes soient bien étudiées dans le master MEF premier degré pour voir si ça correspond aux attendus. L'employeur dédouble actuellement les CP et les CE1 dans les secteurs défavorisés. Est-ce que vous avez intégré ceci dans les maquettes? Mais on ne peut pas tout faire, monsieur le recteur. Non, mais on peut faire. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de tout faire. Le rapport que nous avons remis en novembre dernier, novembre 2016, sur la formation tout au long de la vie, montre que surtout, il ne faut pas tout faire dans les 2 années de master. Qu'il faut même alléger une partie des choses. Ce ne sont pas des oies que nous gavons. Ce sont des professeurs que nous formons avant l'entrée en master et dans les années qui vont suivre. Vous allez me dire, tout ceci suppose des modifications. Bien évidemment, il ne m'appartient pas de les dessiner. Je ne parlerai pas de la gouvernance. C'est un modèle complexe. Je laisserai Monique le dire. J'imagine que je dois terminer, Jacques. Assez rapidement. Je terminerai... On n'a pas prévu que tu parles toute la matinée. Tu sais que je pourrais, mais je vais faire un effort. C'est pour ça que je te le dis. 2 points avant de conclure. Le premier, je pense très sincèrement qu'il faut développer les compétences des formateurs au sein des SP. De tous, d'où qu'ils viennent. Je pense très sincèrement ceci. Et je pense que pour faire ceci, j'ai lu avec intérêt le rapport qui a été remis au secrétaire d'État Thierry Mandon sur la recherche en éducation. J'ai lu le rapport Eurydice, bien évidemment. J'ai lu quelques rapports également internationaux. Tous les pays de l'OCDE et une partie non négligeable de l'Europe, de la communauté européenne, se sont engagés vers un durcissement de la formation au sein des unités de formation des formateurs de formateurs. Donc là, il faut absolument que nous y allions, nous aussi. Faut-il qu'ils aient tous des masters? Bien évidemment, c'est le cas. Faut-il qu'ils aient, c'est le cas où en tout cas on doit s'y approcher, faut-il qu'il y en ait un nombre de plus en plus important qui ait des doctorats? Bien évidemment, au sein des SP, bien évidemment. C'est ce vers quoi nous devons aller. Donc, promouvoir les nouveaux paradigmes de formation, renforcer les compétences. Je pense que ce travail va s'engager dans les années qui viennent, et c'est une bonne chose, jamais en mettant en cause les personnes. Heureusement que les personnels des SP sont là. Et en tout début de mon intervention, je leur ai rendu hommage. Donc ma considération se poursuit tout au long de mon propos. Et deuxième point, avant de conclure, promouvoir la recherche absolument. La recherche dans l'activité professionnelle des enseignants. Des enseignants, pas des formateurs SP, des enseignants. Il est dur d'enseigner, mesdames et messieurs. Le ministre a obtenu du gouvernement et du Parlement qu'il puisse y avoir le ministre de l'Éducation nationale, qu'il puisse y avoir dédoublement. Dans une académie comme la mienne, en 2 ans, c'est 1100 emplois. 1100 emplois mis dans le cycle 2. Jamais des emplois, jamais des diminutions d'effectifs n'ont permis de faire réussir davantage des élèves. Seules les pratiques professionnelles des professeurs permettent de le faire. Alors comment peuvent-elles évoluer? Par un travail collectif et par l'appui à la recherche.
Parce que si c'était facile, ce serait déjà fait. Il y a tous ces débats de savoir comment un enfant apprend. Ce n'est pas mon métier, je ne le connais pas, moi. Mon métier, c'est de regarder l'efficience du système, oui. Aujourd'hui, j'ai, dans cette académie que je dirige, dont on m'a confié la responsabilité, 18,6% des élèves qui entrent en sixième qui ne maîtrisent pas les compétences. 18,6. Presque 1 sur 5. Quelle sera leur destinée? Vous le savez, mesdames et messieurs. Leur destinée, en termes vulgaires, est plantée. Ça, c'est pas possible. Et ce n'est pas les professeurs qui sont en cause. C'est bien la manière dont nous allons nous convoquer des paradigmes nouveaux pour leur permettre d'enseigner, de faire réussir chaque élève dans sa diversité avec des exigences égales. Donc promouvoir la recherche au sein des programmes de formation, promouvoir la recherche vers les pratiques professionnelles. J'ai beaucoup aimé écrire le rapport de novembre 2016 sur la formation des enseignants où on a fait plusieurs points là-dessus parce que les travaux au sein du comité nous ont conduits avec une telle évidence vers ceci. Et le rapport qui se prépare pour fin janvier, début février sera du même type. La recherche, mais pas la recherche comme une sorte de sacra qui sera au-dessus de nous. Hein. La recherche parce que dans son application, dans son transfert, elle permet des choses. Voilà, je vais terminer. J'ai écrit quelques mots de conclusion. J'ai été très, très, très heureux le 31 décembre dernier. Très, très, très heureux. Non pas parce que j'allais fêter le passage à la nouvelle année, parce qu'elle nous consacrera, comme à chacun d'entre nous, une année de plus dans nos biographies, mais parce qu'il y avait un projet SP dans le PIA. Il y avait un projet SP dans le PIA. Ça s'est appelé les esprits du futur, c'est marqué 5 ou 6, mais quelle importance. Ça aurait pu être 7, 8, c'est 5, 6, c'est le modèle du CGI, du Commissariat Général aux Investissements d'Avenir. Nous avons, vous vous rendez compte, nous avons obtenu, tous ensemble, et c'est la volonté du gouvernement, nous avons obtenu que les SP, au même titre que les grands labos de recherche, que les IDEX, que sais-je, que les SP puissent être tirés vers le haut à un niveau d'excellence avec des financements exceptionnels. Donc ça, c'est un point important. J'étais également très heureux dans les échanges que j'ai pu avoir avec plusieurs d'entre vous récemment sur les évolutions sur le caractère universitaire des SP. Vous m'avez présenté une note, monsieur le directeur du réseau. Faisons en sorte de tirer cela. Nous sommes des composantes universitaires. C'est la rupture au sein de master. Enfin, mesdames et messieurs, les attentes de l'employeur. Un employeur, il va voir un formateur, il lui dit « voilà ce que j'attends ». Depuis quelque temps, je dirais quelques années, pour éviter toute confusion sur la scène politique, je sens que l'employeur, et je le représente en partie au nom du ministre, l'employeur est davantage capable d'expliquer ce qu'il attend. Mais une formation universitaire professionnelle, elle prend en compte totalement les attentes de l'employeur. Elle est là, une formation universitaire professionnelle est là pour ça, dans tous les domaines. Après, elle les retravaille. Alors, allez-y, les attentes de l'employeur s'expriment, allez-y de manière passionnante. Voilà, je terminerai par des mots qui peuvent choquer, j'espère que ce n'est pas le cas. J'ai indiqué qu'ils sont au contraire avec une fougue, une pêche d'enfer sur les SP. Ne manquez pas d'ambition, mesdames et messieurs. Ne manquez pas d'ambition sur vos composantes. Vous allez me dire, c'est pas facile de tirer tout le monde. Ça va, le management des personnes, on est plusieurs dans la salle, à être éprouvé là-dessus, moi-même, j'y ai pris ma part dans ma vie. Ne manquons pas d'ambition. Affirmons l'exigence et affirmons l'appartenance universitaire des SP. Ouvrez vos portes à l'employeur. Il se dit qu'il est difficile de discuter avec l'ESP. Ouvrez vos portes à l'employeur. Seule la confrontation avec vos partenaires, y compris les présidents d'université, nous aideront à progresser. Expérimentez, engagez-vous dans des pistes nouvelles, répondez à des appels d'offres, internationaux. J'ai vu que c'était le cas dans la note que tu m'as fait passer. Ouvrez-vous à ces appels d'offres internationaux. Un dernier mot pour conclure. Il y a 5 ans, en participant au démarrage des SP, j'avais une très forte conviction qu'il fallait que les SP soient dans l'université. Très, très forte conviction. Et elle n'a pas été démentie. Elle est souvent interrogée. Mais vous le savez. 5 ans après, elle est encore plus vive, ma conviction.
J'ai envie de vous dire, n'ayez aucune vision réductrice sur votre position. Je terminerai par 3 termes qui étaient dans le rapport des inspections générales. Excellence des SP, efficience des SP et innovation des SP pour assurer des évolutions significatives, pas globales, mais des évolutions significatives. Je vous remercie de votre attention.